On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de mai et l'actualité regorge de l'affaire du meurtre de la jeune Chloé, 14 ans, dans l'Aisne, il y a quelques jours. Et son traitement médiatique m'occupe tellement l'esprit que j'ai décidé d'en faire un mini-édito alors que j'avais abandonné l'exercice. Chloé était donc une jeune fille, une adolescente, âgée de 14 ans. Elle avait des parents, des copines, en apparence une vie d'ado tout à fait normale, sauf que dans cette vie en apparence normale s'est glissé un homme. Au début de la relation, cet homme, Julien B., a 21 ans, Chloé en a 12 et il commence ce que les médias appellent à l'unisson une relation amoureuse. Un terme qui me pose question. 3 ans après une rupture que l'ex-petite amie ne digère pas, il la menace de mort et de viol et ses amis racontent qu'il l'a frappée même souvent. Finalement, il met ses menaces à exécution. Chloé est morte à 14 ans des mains de son agresseur. Julien B., lui, est mis en examen pour viol et homicide volontaire avec préméditation. Ce que nous avons ici, c'est bien de la pédocriminalité. Même si les médias s'acharnent à vouloir appeler ça une relation amoureuse, puisque la relation a commencé alors que Julien B. était majeur et que Chloé, elle, n'avait que 12 ans. Autrement dit, même pas la majorité sexuelle. Comment alors ne pas voir la relation de domination qui s'était installée de Julien sur Chloé? Et pourtant, dans les articles, les papiers radio, les reportages télé, on l'appelle ex-petite amie. Mais ce n'était pas ça, et on voit alors le rôle des médias dans la dissonance cognitive généralisée. Cette affaire dit quelque chose de notre sujet d'aujourd'hui. Comment les récits fabriquent notre perception? Quand les médias parlent de relations amoureuses entre un enfant de 12 ans et un homme majeur, quand ils parlent d'ex-petite amie pour désigner un homme mis en examen pour viol et homicide volontaire avec préméditation, ils ne choisissent pas seulement des mots, ils produisent un cadre, ils minimisent une domination, ils rendent la violence presque ordinaire. Or, c'est exactement ce que raconte notamment notre invité dans ses livres, et notamment dans Pourquoi les hommes ont peur des femmes, aux éditions Les Insolentes, la culture n'est jamais innocente. Bonsoir Chloé Thibault. Bonsoir. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Dans votre ouvrage, vous le racontez, les contes, les films, les mythes, les séries, le cinéma d'horreur nous apprennent de qui avoir peur. Et souvent, c'est des femmes qu'il faut avoir peur, selon eux. En fait, ces œuvres déplacent la peur. Au lieu de regarder la violence des hommes, ils fabriquent des femmes inquiétantes, dangereuses, voire monstrueuses. Autant de références qui construisent culturellement la misogynie. Avec vous, donc, on va se demander si les méchantes femmes effrayantes de la pop culture racontaient moins leur dangerosité que les fantasmes et les stratégies de contrôle des hommes. Votre livre, donc, il est construit autour de 13 archétypes qui permettent de créer un système d'analyse. Parmi ces figures, il y a donc les hystériques, les adolescentes, les petites filles, les sœurs, les séductrices, les mariées, les mères, les castratrices, les lesbiennes, les moches, les femmes non blanches, les vieilles et les mortes. On sait très bien pourquoi les femmes ont peur des hommes. On peut rappeler les chiffres, 94 000 femmes adultes entre 18 et 75 ans qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Il y en a tellement, un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France. Voilà, on pourrait faire beaucoup de chiffres, on va éviter de plomber l'émission dès le début. À plusieurs reprises dans le livre, vous racontez qu'on vous a dit que vous faisiez peur aux hommes. C'est quelque chose qui vous a blessé, c'est ça qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui m'a blessée, mais en tout cas, ça m'a interpellée. Et c'est vrai que pour écrire d'une manière générale, et même en tant que journaliste, je pars souvent de constats personnels, de réflexions intimes. Et avec ce livre-là, j'ai en effet repensé à mes nombreuses années de célibat, parce qu'à 35 ans, j'ai bien plus été célibataire qu'en couple, parfois de façon choisie, et je me sentais très épanouie en tant que célibataire, mais parfois aussi du célibat un peu subi, faute de trouver quelqu'un de vraiment intéressant et consistant. Et en fait, voilà, il m'est arrivé plusieurs fois, pendant des rendez-vous amoureux, ou même sur les applications de rencontres, d'être confrontée à ce constat, tu fais peur aux mecs. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé en thérapie, dont j'ai parlé avec mes amis. Je me suis rendu compte qu'on était nombreuses à entendre ce genre de réflexion. Tu fais peur aux hommes, tu m'as fait peur, tu m'oppresses, des choses comme ça. Et j'ai décidé de creuser un petit peu ce qui se cachait derrière. Et notamment, plutôt récemment, l'un de mes derniers rendez-vous amoureux où j'avais posé la question au gars, qui était en face de moi. Mais pourquoi est-ce que je te ferais peur ? En fait, il m'avait raconté qu'il avait pris peur en voyant mes stories sur Instagram. Et mes stories montraient
montrait quoi ? Elle me montrait en train de faire un peu le tour des librairies, de présenter mes ouvrages, de donner des conférences. Donc en fait, d'être moi-même, d'être épanouie dans mon travail, d'avoir une carrière plutôt passionnante. Et je me rends compte que voilà, ce qui faisait peur aux hommes, c'est le fait que je sois indépendante, passionnée par ce que je fais, que je n'ai finalement pas besoin d'eux, heureuse dans mon célibat. Et donc voilà, mes recherches sont parties de là et de ce constat du fait que les hommes ont peur des qualités des femmes. Et c'est d'autant plus tragique que ce sont des qualités qui en revanche sont valorisées quand elles se trouvent chez un homme. C'est-à-dire que oui, un homme indépendant, passionné, carriériste, on va trouver ça très très chouette. Et vous parlez, en fait, dans votre livre, vous parlez de l'autre question, c'est-à-dire que on sait très bien donc pourquoi les femmes ont peur des hommes, c'est statistique, factuel, on le vit tous dans notre quotidien. Qu'est-ce que le renversement de vision de la femme comme danger permet de voir ? Oui, parce qu'il y a, c'est que depuis MeToo, donc là dans notre société post-MeToo, c'est créé vraiment l'idée que les hommes avaient raison d'avoir peur des femmes. De diverses façons, et puis évidemment ce sont des discours qui sont très rapidement masculinistes, mais donc on voit par exemple tout un tas d'hommes divorcés, pères, qui vont nous faire croire que justement les mères de leurs enfants leur veulent du mal, veulent les priver de leurs enfants, veulent leur voler leur argent, enfin en gros que les hommes ont beaucoup à perdre à se mettre en couple avec une femme parce qu'ils risquent plus tard d'être confrontés à ça. Mais aussi beaucoup d'hommes qui nous disent que les femmes peuvent leur gâcher leur vie, ruiner leur carrière si elles mentent en disant voilà, qu'ils les ont agressés, qu'ils les ont violés, qu'ils les ont harcelés alors que c'était faux. Et en fait, on se retrouve vraiment dans une société, ça c'est l'un de mes constats, où les hommes semblent avoir plus peur d'être accusés de violence plutôt que d'être vraiment violents. Et donc ça se crée évidemment sur un mensonge, sur des données qui sont constamment faussées quand on écoute ces hommes-là, mais pas que des sombres masculinistes, aussi des hommes politiques qui manient les chiffres et qui nous font croire justement que les femmes sont des menaces. Or, vous l'avez rappelé un peu plus tôt là dans l'émission, toutes les données qui existent, et ce sont des chiffres qui sont officiels, qui sont des chiffres gouvernementaux et qui encore sont sous-estimés, on le sait, mais tout nous indique que dans le monde dans lequel on vit, ce sont les femmes qui ont raison d'avoir peur des hommes. Et que la menace principale pour une femme, c'est un homme, et c'est pas un homme qu'on croise dans une ruelle sombre le soir ou dans un parking, c'est l'homme qui partage son lit, c'est l'endroit, le foyer aujourd'hui est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Donc voilà, c'est la première phrase de mon essai. Tout le monde sait pourquoi les femmes ont peur des hommes. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans un monde où justement les hommes nous font croire que ce sont les femmes, qui leur font peur? Et c'est vrai que jusqu'à lire votre bouquin, j'avais jamais trop vraiment concrétisé ça dans mon esprit, à quel point tout ce que j'ai regardé jusqu'ici montrait des femmes qui faisaient peur parce que à tout âge de la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous rappelez les propos de Margaret Atwood, donc l'autrice de La Servante écarlate, qui a été adaptée en série depuis, qui explique donc que les femmes ont peur d'être tuées, mais les hommes, eux, ont peur d'être moqués, diminués, diffamés, quand bien même ça n'est pas le cas. Pour vous, quand les hommes disent avoir peur des femmes fortes, indépendantes, intelligentes, de quoi ils ont peur vraiment en fait ? Non. Il y a plusieurs choses. Dans mon travail, d'une manière générale, et même ma façon de concevoir le féminisme, je laisse vraiment une grande place aux hommes, parce que déjà j'espère avoir raison en pensant qu'ils peuvent être des alliés sincères. Ensuite, aussi en créant... Pas une hiérarchie, mais en rappelant que tous les hommes ne sont pas des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides. Voilà, beaucoup d'hommes souffrent d'autres discriminations. Je veux dire en dehors du sexisme. Donc voilà, c'est pas pour vous dire not all men, évidemment, parce que moi je défends le concept du all men. Mais en tout cas, j'ai quand même foi en une partie des hommes et j'écoute notamment des jeunes garçons ou des jeunes hommes qui peuvent souffrir, évidemment, de leur célibat, de leur incapacité à relationner avec des femmes. J'entends qu'un garçon, bon là mon lapsus il est révélateur, mais qu'un garçon, voire qu'un homme puisse être intimidé par une femme forte, par une femme indépendante, puisque lui a grandi aussi en patriarcat, où on lui a appris que c'était à lui de ramener l'argent à la maison, de protéger sa femme et ses enfants. Donc les hommes ne sont pas victimes de sexisme, mais sont victimes de tout un tas d'injonctions patriarcales dont ils peuvent souffrir. Donc ça, je l'entends.
Maintenant, les hommes qui vraiment défendent des discours virulents envers les femmes et donc qui sont au cœur quand même de ma problématique, je pense aux masculinistes, aux influenceurs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui vraiment sont très suivis. Eux, s'ils ont peur de tout ça, c'est parce que ça vient chatouiller, à minima. Enfin, ça vient en fait les faire se sentir menacés de perdre leur place, de perdre leurs privilèges. Et justement, ce sont des hommes qui pensent n'avoir rien à gagner à vivre dans un monde égalitaire et qui se satisfont très bien justement de leur place de mâle, de mâle alpha, à qui on a donné les pleins pouvoirs et qui donc veulent continuer de cultiver les stéréotypes genrés. Donc forcément, quand ils ont en face d'eux une femme qui, je mets des guillemets, incarne toutes les qualités qui normalement sont attendues chez les hommes, ils ont ce sentiment que l'ordre est menacé. Et oui, puisqu'on sera indépendante aussi, donc il y a plein de privilèges qui sont effectivement mis à mal. En fait, des privilèges, pardon, je vous coupe, mais oui. En fait, je me retrouve souvent dans ma vie personnelle à avoir cette discussion avec des hommes. Quel privilège, parce qu'en fait c'est une pression pour un homme de devoir ramener l'argent à la maison. Enfin, je veux dire, évidemment, moi je suis déjà convaincue, mais je veux dire, il me semble quand même que c'est un privilège pour un homme d'avoir une femme qui est capable de partager l'addition. Je pense déjà juste au premier date. Oui. Enfin, en fait, d'être avec une femme qui n'attend pas qu'on lui paye le restaurant, qu'on lui offre tout ce dont elle a besoin. Enfin voilà, une femme capable. Tout à fait. C'est pas vraiment un privilège au fond, mais c'est perçu comme tel parce qu'il y a une forme de dépendance économique aussi qui est profitable. Dépendance économique qui peut nous amener assez rapidement aux violences économiques. Exactement. Donc justement, des hommes qui ont le contrôle, qui mettent ces femmes sous emprise, des femmes qui ne peuvent plus rien faire sans eux. Et donc c'est pour ça que c'est en deux temps. On a d'abord ces premiers constats, ce qu'on vient de se dire, et puis ensuite l'angoisse suprême de se sentir inutile. Et donc ça, c'est vraiment ça qui vient stimuler chez eux un très fort sentiment d'angoisse. Et si le monde, parce que c'est très nombriliste, et si le monde pouvait se passer de moi, c'est impossible. On ne peut pas se passer des hommes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient inonder toute ma problématique. Et vous écrivez aussi que la peur est politique, profondément, puisque c'est partout dans toute la pop culture, dans tout notre univers. Elle est partout et elle est très, très centrée sur les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les figures des femmes construites dans les films, dans les séries, dans les livres, dans les histoires qu'on se raconte, que la peur est politique? Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les femmes qui sont construites comme effrayantes partout? La peur est politique, évidemment, je l'invente pas. Non. Et ça, c'est tout autour de nous, bien au-delà des questions de sexisme. J'essaie vraiment d'adopter une approche la plus intersectionnelle possible. Ce livre-là, je le publie en 2026, dans un temps, une époque où vraiment, on est dans une société de plus en plus fasciste. On revient à des choses qui sont quand même effrayantes. On va aussi vers l'année 2027 avec les élections présidentielles et avec des discours qui sont de plus en plus terrifiants et où justement on manie de plus en plus la peur. Et ça, c'est une bonne vieille stratégie politique et fasciste de nous faire croire, au peuple qu'on a raison d'avoir peur de telle ou telle personne, de l'autre, de l'étranger, de l'autre sexe. Donc la peur est politique parce que qui manie la peur et qui fait peur à l'autre l'emporte. L'une des phrases clés de mon livre, c'est si les hommes avaient peur des femmes comme les femmes ont peur des hommes, les femmes n'auraient plus peur des hommes. C'est assez logique. Oui. Donc bien sûr que non, que les hommes n'ont pas peur des femmes. Parce que si les hommes avaient vraiment peur des femmes, j'ai pas d'autre expression qu'ils ne leur mettraient pas la misère. Excusez-moi, c'est un peu trivial, mais je veux dire, ils ne commettraient pas toutes ces violences. Ils auraient peur d'être punis, ils auraient peur d'elles, ils auraient peur de la justice. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas peur. C'est pour ça que la peur est politique. C'est pour ça que ce livre, dès le début, c'est l'épigraphe du livre, je le dédie à toutes celles qui ont un jour entendu qu'elle faisait peur aux hommes. Et j'écris, l'heure est venue de le prendre comme un compliment, parce que je crois que ce serait plutôt une bonne chose qu'ils commencent à avoir un peu plus peur de nous. Donc en fait, voilà pourquoi la peur est politique. Moi, j'aimerais que personne n'ait peur de personne, Et d'ailleurs, vraiment, au-delà des questions de sexisme, quelle que soit notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, évidemment.
Mais bon, là je vous l'apprends pas, on ne vit pas chez les bisounours. Donc on doit faire avec cette peur et comprendre qu'elle est politique, dans le sens où dès l'instant où elle est politique, elle peut être une stratégie, elle peut cacher des jeux de manipulation. Et donc en ce qui concerne les femmes et les représentations, on se rend compte, alors ça c'est vraiment dans le même mouvement que mon livre précédent, ces 2 livres se complètent. Mon livre précédent s'appelait Désirer la violence, et justement j'analysais la façon dont la pop culture a romantisé les violences masculines à l'écran. Comment on nous apprend en fait à désirer les hommes violents, tout simplement. Et donc dans le même mouvement, on nous apprend à désirer les hommes violents, à pardonner leurs violences et leurs agissements, mais on nous apprend aussi à avoir peur des femmes. Mais pas des femmes violentes, des femmes qui, normalement, ne devraient pas nous faire peur. Et c'est là vraiment le nid d'une grosse arnaque, d'un retournement complètement... d'une inversion systématique de la culpabilité. Et ça, voilà, ça c'est une construction. Ça c'est une construction culturelle, et nous avons le pouvoir d'en prendre conscience et de ne plus nous faire avoir par ces schémas-là, de ne plus tomber dans ces pièges. On va faire une petite pause car c'est maintenant l'heure de la chronique Dynamite et de l'arrivée de notre chroniqueuse Chloé, cette fois-ci en duplex. Salut Chloé. Bonsoir. Alors Chloé, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est comment la culture a construit des femmes effrayantes dans la mythologie grecque. À qui ça t'a fait penser ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Clytemnestre. Dans l'Odyssée, Homère nous présente Clytemnestre comme la mauvaise épouse par excellence. Son mari, le roi Agamemnon, est parti à la guerre de Troie et elle a pris un amant. Et quand Agamemnon rentre victorieux après 10 ans de combat, elle aide son amant à le tuer. Et on peut difficilement imaginer une mort plus infamante pour un guerrier. Oui, donc une figure de femme bien effrayante, effectivement. Homère la présente comme le contre-modèle parfait de Pénélope. D'un côté, on a l'épouse fidèle et vertueuse, et de l'autre, la femme traîtresse, volage et meurtrière. Pourtant, quelques siècles plus tard, le dramaturge athénien Échille va montrer que ce n'est pas si simple. Dans sa pièce Agamemnon, il montre le crime de Clytemnestre dans toute son horreur. Comment elle tend son piège puis assassine Agamemnon, et comment elle s'en vante ensuite devant les anciens de la ville. Elle compare elle-même son mari à une victime égorgée et parle du plaisir qu'elle en a retiré. Mais Échille décrit aussi les raisons qui l'ont poussée à agir. Dans la pièce, le chœur se souvient des circonstances du départ d'Agamemnon 10 ans plus tôt. Il évoque avec horreur le sacrifice d'Iphigénie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, que son père a sacrifié pour obtenir des vents favorables à la navigation. Et du coup, c'est plutôt lui qui est effrayant. Oui, et Clytemnestre n'a pas oublié le meurtre de sa fille, mais elle n'avait aucun recours puisque le meurtrier, c'était le roi, son mari. Alors elle a attendu toutes ces années et mis sa propre vie au service de sa vengeance. Échille ne lui donne pas raison, mais il montre ses raisons. Il nous pousse à la comprendre et on sent une forme de fascination chez lui pour son audace, sa détermination et sa volonté de rendre justice à sa fille. Au début de la pièce, le premier personnage qui parle, un garde, explique qu'il obéit aux ordres d'un cœur de femme qui veut comme un homme, je cite, et ce n'est pas pour la rabaisser. Clytemnestre a le courage, la ruse et la capacité à rendre la justice par la violence. Ce sont des qualités qu'on admire chez les hommes, mais chez les femmes, elles font peur. On pourrait parler d'un double standard donc. Ce qui est viril devient chez une femme la preuve même de sa monstruosité. Et la violence ne peut pas être exercée par une femme, c'est un vrai tabou. Au-delà de ça, j'ai pas trouvé dans la mythologie d'exemple d'hommes qui tuent pour venger son enfant. Ce sont toujours les fils qui vengent leur père, ce qui n'est pas incohérent dans une société patriarcale. Et d'ailleurs, Clytemnestre est elle-même assassinée par son fils qui voulait venger Agamemnon. Bref, elle transgresse 2 fois par son meurtre et pour le mobile même de son meurtre. Je note aussi qu'on s'ennuie rarement aux réunions de famille dans la mythologie grecque. Jusqu'au XXe siècle, on a surtout retenu de Clytemnestre l'image d'une femme adultère et meurtrière, au point d'effacer la complexité tragique que lui donne Échille. Il a fallu attendre les lectures modernes pour que le personnage retrouve toute son épaisseur, en particulier avec la metteuse en scène Ariane Mnouchkine. Avec les Atrides en 1990, elle revient à Échille et montre une Clytemnestre à la fois monstrueuse et pourtant légitime dans sa colère. Et elle dévoile en creux que c'est peut-être comme ça qu'on fabrique des femmes effrayantes dans nos productions culturelles. On les pousse à se venger, puis on retire le contexte et on garde le crime. Merci beaucoup Chloé pour cette chronique. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec la journaliste et autrice Chloé Thibault qui a publié en mars dernier son ouvrage « Pourquoi les hommes ont peur des femmes » aux éditions Les Insolentes. Chloé Thibault, est-ce que la pop culture selon vous c'est une forme d'éducation sentimentale complètement faussée ?
Oui, en fait, la pop culture, la fiction, la littérature, la musique, la publicité, tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que moi, j'utilise la pop culture parce que c'est très large. Je vais pas dire ça veut tout et rien dire, ça veut dire quelque chose, mais c'est très large. Ça me permet d'englober plein de choses. Je veux dire, en ce qui concerne l'éducation sentimentale, évidemment, on est d'abord bercé par notre schéma parental, notre schéma familial, tout ce qu'on voit autour de nous. Et malheureusement, quand on connaît les chiffres des violences, on se doute bien qu'il y a énormément de foyers où l'éducation sentimentale, elle est pas dingue, elle est dingue, justement. Oui, justement. Où ce n'est pas sain. Complètement inversée. Voilà, elle est complètement inversée. Donc déjà, parfois à la maison, on apprend à désirer la violence, faute de mieux. Et puis les violences intrafamiliales, et puis l'inceste, en fait, toutes ces violences-là, parce qu'il y a les violences faites aux femmes, mais aussi les violences faites aux enfants, qui sont pour moi vraiment à considérer ensemble. Donc voilà, il y a la famille au sens large, il y a ensuite l'école. Et puis à l'école, on commence assez tôt quand même à apprendre des poésies, à lire des livres. Et donc, qu'est-ce qu'on nous apprend à partir de ces livres-là ? Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir, ça commence un petit peu à dater, mais d'œuvres que j'ai étudiées au collège ou au lycée, notamment Roméo et Juliette, où je me souviens pas qu'on ait beaucoup mis à distance la violence dans ce couple d'adolescents qui se sont parlé une fois et demie et qui vont se tuer l'un pour l'autre. Enfin, c'est délirant quand j'y repense. Et moi, au lycée, je romantisais complètement cette histoire, par exemple. D'autant plus qu'il y avait eu cette adaptation au cinéma où Roméo était joué par Leonardo DiCaprio, mon fantasme absolu de jeunesse. Donc, bref. Donc en fait, ça donne un peu le vertige parce que on se forme en tant qu'être aimant au contact de tout ça, tout ce qui nous entoure. Et encore une fois, comme on vit en patriarcat, c'est pas beau à voir. Enfin, en tout cas, c'est beau à voir. On nous fait croire que c'est beau à voir, mais en fait, c'est très moche. Et vous passez beaucoup par le cinéma d'horreur. On sent que vous avez une vraie affection pour ce genre-là. Moi aussi, donc ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi pour vous, le cinéma d'horreur est particulièrement intéressant pour comprendre la misogynie culturelle ? Déjà, le cinéma d'horreur est particulièrement intéressant, point. Parce que, de toute façon. Non, mais parce que dans le cinéma de genre, alors évidemment, il y a de l'horreur très mainstream, mais dans le cinéma de genre, on a quand même une plus grande liberté. C'est un cinéma qui, malgré les apparences, peut être très politique parce que se permet plus de choses, et aussi sous couvert d'horreur, d'irréalisme, d'effets spéciaux, on peut aller plus loin. Donc c'est en cela que c'est passionnant. Aussi sur les questions de racisme, on a pu le voir avec un réalisateur récent comme Jordan Peele, donc le film Get Out notamment. Donc voilà pourquoi le cinéma d'horreur. Mais ensuite, tout simplement, quand on écrit un livre qui s'appelle Pourquoi les hommes ont peur des femmes, et que le mot peur fait partie de la problématique, on pense aux représentations qui font peur. Mais j'ai quand même d'autres exemples qui sont issus, notamment des dessins animés Disney. Oui, tout est traversé. Voilà, je pense un film aussi comme Lolita malgré moi, Le diable s'habille en Prada, où en fait, c'est pour ça que je parle de pop culture, où on retrouve d'autres archétypes, ou même une série comme Les Simpsons que j'aborde, Desperate Housewives, des choses comme ça. Mais cinéma d'horreur, pourquoi ? Parce que moi, je suis vraiment partie de ce questionnement. Quelle grande personnagesse, quelle grande figure féminine m'ont fait peur à l'écran. Bon, la plupart du temps, c'était des figures de films d'horreur ou de Disney. Oui, et ou de Disney. Donc les monstres féminins sont des révélateurs de misogynie. Est-ce que l'horreur dit tout ce que les autres genres veulent essayer de dire plus discrètement ? Je pense, j'ai interviewé une vingtaine de spécialistes dans ce livre et j'aime beaucoup le travail de Judith Berlanda-Beauvalet qui a la chaîne YouTube que je vous invite à découvrir qui s'appelle Demoiselles d'horreur. Et justement, dans mon dernier chapitre, le chapitre sur les mortes, elle explique que, bizarrement, paradoxalement, les films d'horreur nous apprennent à penser all men. En fait, nous montre clairement que les hommes sont une menace. Parce que quand on parle de l'horreur, on parle aussi de tous ces tueurs au couteau. Évidemment, moi, mes haters me disent ça. Non, n'importe quoi. Les personnes qui font peur dans les films d'horreur, dans Halloween, Hannibal Lecter, ce sont des hommes. Oui. Mais justement, les films d'horreur nous disent, les filles, et notamment les jeunes filles, vous avez raison, méfiez-vous des hommes qui font super peur. Mais c'est marrant parce que quand on sort en revanche de l'horreur, là c'est not all men. Donc c'est un premier pas en fait dans ces représentations culturelles qui en fait viennent un peu se trahir. Et la deuxième chose, c'est que en effet, énormément des monstres féminins, des créatures féminines terrifiantes au cinéma ont été créées par des hommes eux-mêmes. Et des hommes qui sont pas forcément dans une démarche
de second degré ou de se dire comme Stephen King, là excusez-moi je réfléchis à haute voix, mais Stephen King quand il écrit le livre Carrie qui ensuite est adapté au cinéma et c'est un film que j'aime beaucoup par ailleurs, il se dit moi une adolescente, pour moi le corps féminin, une ado qui a ses règles etc, ça me terrifie, je n'y comprends rien, je vais essayer de créer un personnage, pousser le curseur en me disant qu'est-ce qui se passe si au moment de la puberté, des premières règles, une ado se rend compte qu'elle a aussi des pouvoirs et avec ce côté évidemment sorcière etc. Cette œuvre-là, moi je la trouve très intéressante parce que c'est un homme qui humblement se dit le corps de la femme me fait flipper, je n'y comprends rien, et qui invente, c'est le maître de l'horreur, qui invente une histoire. Mais pour beaucoup d'autres, il me semble, c'est vraiment, à l'inverse, par exemple, les films de possession, par exemple L'Exorciste, ça me fait peur, je n'y comprends rien, donc je vais vraiment pousser le curseur, mais par contre sans réflexion derrière, juste en étant complètement dégueulasse et en disant mais regardez, une fille, une ado, ça fait super flipper, c'est comme une possession, en fait, pour moi, ils se trahissent à travers tous ces archétypes. Mais le souci, c'est que, évidemment, tout le monde ne croit pas aux fantômes et à la possession démoniaque, mais quand on a d'autres archétypes du type l'hystérique, la castratrice, la femme fatale, ça c'est quand même plus littéral et ça vient renforcer des croyances dans la tête des hommes. De se dire, oui, on a raison d'avoir peur d'elle parce que regarde, dans tel film, elle va jusque-là, elle fait ceci, cela. Et justement, au début du livre, vous ouvrez sur les hystériques, les possédés, les femmes qui sont dites folles. Et vous montrez une continuité entre les sorcières, les possédés, les hystériques et les ex-folles. Qu'est-ce que c'est que cette continuité ? En fait, encore une fois, à chaque fois, j'évite d'utiliser cette phrase, mais elle est de tout temps, parce que c'est vraiment de tout temps. C'est, je sais pas, depuis qu'on nous raconte des histoires, donc vraiment depuis très longtemps. Oui. On a collé sur les femmes différentes étiquettes. Et donc, en effet, l'une des étiquettes qui reste bien collée sur notre front, comme les étiquettes collées sous un vase là qu'on a acheté, qu'on n'arrive pas à enlever, c'est sorcière. En fait, aujourd'hui, grâce aux travaux évidemment de plein de chercheuses, et notamment là en France de Mona Chollet, avec sorcière, que j'ai interviewée d'ailleurs dans mon livre. Sorcière, ça a été une étiquette bien pratique à coller sur le front de toutes celles qui dérangeaient un peu, qui généraient de l'incompréhension, qui faisaient peur, qui étaient indépendantes, etc., etc. Et au fil du temps, on a d'autres étiquettes. Au 19e siècle, et puis après avec l'apparition de la psychanalyse, etc., ça va être l'hystérique, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de sorcière. Là, pareil, je vous invite à lire Pauline Chanu et toutes les concerts qui travaillent sur la question de l'hystérie. Aujourd'hui, c'est féministe, en fait. Féministe, c'est la nouvelle étiquette qui vient remplacer hystérique, sorcière et puis l'ex folle, tous ces hommes-là qui nous racontent à quel point leur ex était folle, mais c'est marrant parce qu'ils ont 8 ex folles. Dénominateur commun. Voilà. et donc voilà, c'est se rendre compte que oui, c'est vraiment une continuité. Moi, je remonte même plus loin. Ça pareil, des concerts formidables. Je pense à Noémie Fachan qui a le compte sur Instagram Médusa Gorgone, qui a vraiment participé à réhabiliter, refaire connaître le mythe de Médusa. Oui. Donc ça qui est un mythe antique. Très bon compte. Médusa, donc vous savez, celle qui a le pouvoir de pétrifier les hommes avec son regard et qui a tous ces serpents autour de la tête, qui était une jolie femme, qui a été violée par le dieu Poséidon dans le temple d'Athéna et qui est punie par Athéna et qui est transformée en monstresse. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a punie elle ? Pourquoi est-ce que Poséidon continue à vivre sa vie de dieu ? Sa carrière de dieu n'est pas brisée, en d'autres termes. Voilà, parce que dès l'Antiquité, on fait face à ce processus d'inversion de la culpabilité, où on nous apprend à avoir davantage peur des victimes que de leurs bourreaux. Donc, de tout temps. Et donc, ça peut être Méduse, Gorgone, sorcière, hystérique, féministe, ex-folle. C'est ça, menteuse. Ce ne sont que différentes étiquettes qui veulent dire la même chose. Donc, en traité d'hystérique, en fait, c'est transformer une femme lucide en une femme qu'on suspecte aussi, puisqu'on la suspecte de mentir, de transformer la réalité, et vous en parlez notamment... De faire du cinéma. De faire du cinéma. Sans mauvais jeu de mots. Le fameux. Non, mais c'est aussi ça, c'est que... C'est ça, c'est l'idée qu'on ment depuis toujours, qu'on fait du cinéma. Et puis aussi l'idée millénaire que les femmes entretiennent un lien étroit avec le diable.
Donc ça, c'est évidemment quelque chose de plus religieux, mais avec le diable, avec les démons. Enfin, en fait, que comme nous sommes faibles, comme nous sommes le sexe faible, nous sommes bien plus vulnérables, bien plus faciles à manipuler. Et donc, pour le mal, là, il y a un jeu de mots, avec ou sans eux, bien plus facile à mettre sous son emprise. Et c'est aussi ce qui explique ensuite que dans l'idée de la possession, les femmes seraient bien plus possédables, disons, que les hommes. Et pour parler de possession, du coup, vous parlez de l'Exorciste et votre lecture, elle est très forte. Regan ne fait pas seulement peur parce qu'elle est possédée. On le disait tout à l'heure, son corps de petite fille devient sexué, incontrôlable, obscène parce que justement elle grandit. Et ça, ce film-là, il raconte quelque chose du rapport patriarcal au corps féminin. Oui, alors je m'appuie aussi sur le travaux d'autres chercheuses, sur ce lien justement entre les films de possession et le symbolisme des violences sexuelles. C'est quelque chose, en fait, moi, qui commençait vraiment à me déranger de plus en plus. C'est pour ça que je décide aussi d'ouvrir mon livre avec ça, parce que le chapitre s'appelle « Les hystériques », mais je ne traite pas la question de l'hystérie justement comme des consoeurs, comme Pauline Chanu, qui font déjà très bien ce travail. Et en fait, moi, j'essaie toujours de ne pas refaire ce que d'autres ont déjà fait et très bien fait. Et donc, pour moi, les hystériques, je parle des possédés au cinéma. C'est en fait le style de film d'horreur qui, moi, m'a toujours fait le plus peur. Sauf que je suis arrivée assez vite au constat de ce sont toujours les filles qui sont possédées et les hommes qui viennent les sauver. Évidemment, il y a vraiment un sous-texte très religieux, catholique, qui nous invite à faire appel à des curés, des exorcistes, des prêtres, parce que la religion va nous sauver, etc., du diable. Donc ça, déjà, c'est quelque chose avec lequel j'ai de plus en plus de mal, de ce point de vue religieux. Mais ensuite, ce sont vraiment symboliquement des scènes qui sont très patriarcales et encore une fois très violentes. Parce que même s'il existe quelques contre-exemples, on a quelques personnages d'hommes qui sont possédés dans les films, leur possession ne les conduit jamais aux mêmes situations. C'est-à-dire que, par exemple, dans Shining, dont je parle beaucoup, le personnage de Jack, incarné par Jack Nicholson, est possédé. Sauf que lui, il continue de déambuler dans l'hôtel, et sa puissance, elle est renforcée, sa force physique est renforcée, il fait peur, il fait d'autant plus peur à tout le monde, il est d'autant plus violent, d'autant plus menaçant pour tout le monde. Dans les films de possession, quand ce sont des filles, et donc notamment le film canonique, L'Exorciste, elle est restreinte à l'espace de sa chambre, elle est attachée au lit, elle subit, son corps de fille, même si évidemment c'est un démon, mais même de la part des curés, subit tout un tas d'actes qui ne sont pas consentis. Elle est quand même violée, puisque, désolée, là c'est un trigger warning, mais bon bref, elle s'enfonce un crucifix dans le vagin, etc. C'est très violent, c'est très vulgaire, il y a vraiment un sous-texte de violence sexuelle, d'agression sexuelle, de viol, et juste symboliquement, le fait que ces femmes-là soient attachées à leur lit et subissent tout un tas d'actes par des hommes qu'elles n'ont pas consentis, j'y vois aujourd'hui vraiment une référence, une représentation symbolique des violences sexuelles. Et surtout, rappelons-le, sont la plupart du temps des filles mineures, des adolescentes en fait. Préadolescentes ou adolescentes ou sinon des enfants. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte ? En fait, moi, c'est ça. Dans mon travail, je suis jamais en donneuse de leçons. Surtout quand on parle d'œuvres culturelles, on peut interpréter. Ce n'est qu'une possibilité d'interprétation. Mais qu'est-ce que ça nous raconte quand on a autant d'exemples comme ça ? L'exorcisme, en fait, c'est une reprise en main par l'homme, par le mal du corps féminin, en fait. Oui, moi, c'est l'une des lectures que je propose. Parce que, comme par hasard, la possession, mais comme dans un film comme Ginger Snaps, que j'aime beaucoup, où là, je vous spoil pas, mais en gros, l'héroïne, l'une des deux héroïnes a ses premières règles et elle est en même temps mordue par un lycanthrope. Donc, elle se change en une espèce de louve-garelle. En fait, c'est vraiment ce moment-là, ce tournant où on entre dans la féminité, dans la puberté, où les choses changent et où on devient, mais alors ça, vraiment, entre guillemets, une menace pour les hommes, parce qu'on vit dans un monde pédocriminel, où justement on a appris aux hommes à sexualiser et érotiser des enfants et des jeunes filles. Donc on devient une menace parce que nos seins qui poussent peuvent les exciter, etc. Et on en revient toujours au même, à cette inversion de la culpabilité. C'est que, en fait, toutes ces histoires, toutes ces représentations viennent légitimer quelque chose de... les filles qui rentrent dans l'adolescence deviennent une menace pour nous.
mais on devrait produire beaucoup plus de films qui nous montrent à quel point la menace, ce sont ces hommes-là. Et vous commenciez très justement l'émission avec un édito sur Chloé, qui a 14 ans et qui a donc été tuée par un homme adulte qui abusait d'elle. La façon en 2026 dont cette affaire est traitée médiatiquement, elle est scandaleuse. Elle est terrible. Scandaleuse. Sauf que tout ça, c'est permis par des siècles de récits pédocriminels et de représentations comme ça, où on nous fait croire qu'une ado de 12 ans est une menace pour un homme qui ne pourra pas réprimer sa pulsion. Enfin, c'est terrible. Et donc, pour moi, voilà, je suis habituée maintenant en commentaire à entendre « c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi », etc. Bah non, pour moi, c'est très logique et tout est très lié. Oui, tout est une continuité, un continuum. Franchement, il y a... On va refaire une courte pause. On va refaire une courte pause pour notre minute reportage de l'émission de notre reporteuse Cléo. Et cette fois-ci, Cléo s'est rendue dans le lieu Les Vagues, un lieu féministe multifacette où beaucoup de choses se passent et qui se décrit comme le premier lieu associatif dédié au bien-être intime à Paris. Un espace qui mêle un café, une librairie, des consultations individuelles et des ateliers collectifs pour re-rencontrer son corps et son désir. On écoute ça. On a trouvé aussi que c'était en lien du coup avec le tabou menstruel. C'est une influenceuse, je sais pas, qui avait publié une photo d'elle avec un pantalon taché sur les réseaux sociaux. La photo a été supprimée 2 fois pour non-respect des règles. Mardi 5 mai dernier, un atelier donné par l'association Règles élémentaires, dédié à l'éducation menstruelle, s'est déroulé dans un tout nouveau lieu à Paris. Là, ce soir, on a été accueillis par le lieu Les Vagues pour faire une enquête du tabou. Laurie, directrice de communication et des partenariats de Règles élémentaires. Je trouve que c'est chouette d'avoir des endroits physiques où finalement les personnes peuvent se retrouver, peuvent avoir accès à de l'information. Par exemple, la propriétaire nous expliquait qu'il y avait des sexothérapeutes qui étaient présents. Donc c'est chouette de pouvoir un peu réunir au même endroit plusieurs pratiques et surtout d'avoir des lieux finalement où on peut parler librement, où on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est rue Sedaine, dans le 11e, qu'Éléor, la fondatrice de Les Vagues, a inauguré en février le premier lieu associatif dédié au bien-être intime de la ville. On a un espace café-librairie qui est ouvert donc du mardi au samedi 11h-19h, ouvert à tous et toutes, sans aucun critère, quoi. Tout le monde est bienvenu. On a avec un petit coin boutique aussi, on met en valeur le travail de femmes artistes ou artisanes qui travaillent sur les sujets de corps, de désir, de lien. Et dans l'espace, on a aussi donc notre fameuse programmation d'ateliers qui est quand même un peu notre force, notre spécialité au sein de l'asso. Elle et son équipe organisent des ateliers en petits comités avec des associations, des thérapeutes et des professionnels de santé. On travaille aussi avec des assos plus petites, une asso qui s'appelle Agnodis, qui a développé un atelier pour observer son microbiote vaginal au microscope, par exemple. Dans le coin librairie, alimenté en partie par leur collaboration avec la maison d'édition La Musardine, on y trouve des ouvrages sur les douleurs intimes, des BD et des fictions érotiques. Certains suscitent des réactions. Dans la vitrine, on a un livre qui est exposé qui s'appelle L'éloge des petites bites. Théa, en stage chez Les Vagues. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui le prennent en photo, il y a des gens qui sont un peu gênés, presque offusqués d'être « qu'est-ce que ça fait là ?» J'aime bien, en fait, quand les gens font pas attention tant que ça à la vitrine, juste rentrent parce qu'ils voient que l'intérieur est cool. Et notamment une fois où c'était 2 copines qui arrivent et que, pareil, elles se tapent une énorme barre au milieu. Et je trouve ça trop cool de régler un peu ce malaise. Je trouve ça génial pour... genre enlever la pression et tout et les tabous. Ça fait un peu une espèce d'historique en commençant par les mauvaises croyances qui ont créé la honte. Mais avant la création de l'association, tout part d'une lecture d'Éléor, celle du livre « Jouir, en quête de l'orgasme féminin » de Sarah Barmak, qui a été publié en 2019. Pour moi, c'était un choc. À titre d'exemple, il y avait notamment un chiffre qui disait que 43% des femmes hétéros ne jouissent généralement pas lors d'un rapport avec un homme. Ça l'a tellement secouée qu'elle a lancé ce projet pour faire de l'intime un sujet collectif. Donc avant tout, ce lieu a la vocation à casser en fait l'isolement et la culpabilité et la honte que certaines personnes peuvent avoir. Rendez-vous aux Vagues le 21 mai pour un spectacle érotique donné par Anne Bonny, anthropologue et comédienne. Et 2 jours plus tard, le 23, pour une rencontre informelle autour de la congélation des ovocytes. Merci beaucoup Cléo. On rappelle que les Vagues sont situées au 58 rue Sedaine dans le 11e arrondissement à Paris. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, et nous sommes toujours avec l'autrice et journaliste Chloé Thibault, qui a donc publié son ouvrage « Pourquoi les hommes ont peur des femmes » en mars dernier aux éditions Les Insolentes. Chloé Thibault, donc on parlait de la transformation des jeunes filles et de la puberté et de la manière dont les films traitent de cette période de la vie. Vous citiez donc le film d'horreur très connu Carrie, on a parlé de Ginger Snap, il y a aussi le fameux Disney Pixar Alerte Rouge, que moi personnellement j'adore. Mais même dans les Pixar, les plus avancés sur ces questions de représentation des femmes et des jeunes filles, certaines questions se posent encore. Dans ce dessin animé, par exemple, le personnage principal, May, de 13 ans, doit contrôler son panda, sorte de métaphore d'une puberté explosive. En gros, dès que May traverse la puberté, elle a des moments de grosses émotions comme la honte, la colère, la peur. Elle se transforme en un énorme panda rouge, très mignon au demeurant, mais souvent très en colère. Ginger Snap, comme vous le disiez, donc c'est une fille, enfin ce sont un duo de sœurs et dont l'une a ses règles et en même temps elle est mordue par un loup-garou et donc voilà, de là s'ensuit toute une suite d'aventures. Et Carrie, c'est une femme qui a elle ses se met règles. à bouffer des mecs. Je l'ai pas vu, donc. Comme vous dites, toute une suite d'aventures. Oui, C'est bon, bien. de façon Mais voilà, anecdotique, c'est bien de le elle dire. a envie de manger des hommes. J'ai pas eu le temps de le voir encore, mais j'ai lu que c'était sanguinolent. Ah, vraiment, voyez-le, ça a vieilli, ça a un côté un peu vieillot, mais il est vraiment chouette ce film. Ok, et ben voilà, Ginger Snap. Elle est mordue par un loup-garou et ensuite elle bouffe des hommes. Et Carrie qui a ses règles et qui ensuite devient absolument une très belle figure de l'horreur finalement. Ouais, mais une figure, pardon, je coupe, mais Carrie qui n'aurait fait de mal à personne si personne ne lui avait fait de mal. Tout à pour fait. le coup. Exactement, elle est harcelée et de là part le film. Carrie est punie. Ginger devient dangereuse parce qu'elle est mordue par un loup-garou. Et May apprend à vivre avec son panda. Est-ce qu'on passe à travers le temps d'une peur du corps féminin à une possible réappropriation ? Oui, carrément. Bah, ça, de toute façon, c'est vraiment l'enjeu de ces 10 dernières années, parce que malgré tout, avant MeToo, il se passait évidemment des choses, mais on a eu un coup d'accélérateur. Là, sur les nouvelles générations de filles, de toute façon, ça encore, c'est chiffré. On est quand même dans une évolution, mais même chez les plus anciennes, mais on est vers une évolution, une révolution même face à notre corps. On a compris ce qu'était notre clitoris. On a de quoi maintenant en prendre soin, seul. On parle de masturbation, on parle des règles. Enfin, on en a fini avec le liquide bleu. Mille choses. La ménopause, on en parle plus. On a plus de films, même des films mainstream réalisés par des femmes qui nous racontent ces histoires-là. Donc, oui, ça change. Clairement, ça change. Le souci... Et un film comme Pixar, Alerte Rouge, pour moi, est vraiment une grande victoire. C'est le premier Pixar réalisé par une femme racisée, qui parle de la puberté, qui parle des règles. Enfin, vraiment, c'était une victoire quand même de voir ce film-là. Oui. Malheureusement, je sais, j'ai pas les chiffres, mais bon, il a quand même pas percé comme un Toy Story, par exemple. Mais quand même, il existe. Il a eu beaucoup de succès quand même. Oui, il a eu beaucoup de succès. Mais voilà, juste le fait que Alerte Rouge existe, pour moi, c'est un signal très fort. Maintenant, l'enjeu, là, vraiment, plus qu'actuel, c'est le retour de bâton, c'est le backlash. Oui. C'est qu'en fait, en même temps qu'il se passe tout ça, il se passe le masculinisme, des violences faites aux femmes qui ne diminuent pas, des discours qui invitent à ces violences qui sont permis médiatiquement, qui sont des programmes politiques. Donc faut pas lâcher. Et donc la question de Blanche Sabat a écrit sur la bataille culturelle. Cette bataille culturelle, c'est primordial. Le souci, c'est que c'est un peu infini, c'est un cercle qui peut être très vertueux mais très vicieux, c'est que qui est aux commandes du monde du cinéma ? Ce sont des hommes. L'argent, majoritairement, il est quand même là entre les mains des hommes. Les chaînes de télévision, enfin les médias. Et donc ces hommes-là ne sont pas progressistes, voire sont réactionnaires, voire d'extrême droite. Oui. Donc en fait, pour que tous ces films existent, pour qu'ils deviennent mainstream, pour qu'ils soient d'abord réalisés, produits, diffusés, il faut de l'argent. Donc c'est difficile. Mais ce qui est intéressant aussi, et je reviens juste sur les figures de loup-garou parce que c'est quand même chouette. Bah oui, c'est très chouette le loup-garou. C'est très chouette, sauf qu'il n'y a pas un féminin, une féminisation de l'expression digne de ce nom. J'ai une petite note en bas de page où je dis les loup-garelles. Ouais, les différentes possibilités, mais
Merde, c'est comme monstre, enfin on peut dire monstresse ou une monstre, mais... Les loups-garous quand même, par exemple moi je pense à Jacob dans Twilight, évidemment c'est un loup-garou super beau et romantique, etc. et je vois que vous étiez team Jacob. Même pas. Et Ginger Snap, tout de suite, c'est une femme qui se transforme en loup-garou ou a les poils. Et du coup, les femmes sont encouragées à être sauvées plutôt, alors que Jacob, c'est un super loup-garou. Enfin, il va à la salle, c'est un... Il fait du body aussi, c'est quand même mieux. Alors qu'une femme, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire d'une femme loup-garou finalement? J'ai l'impression qu'il y a aussi des figures de l'horreur, donc loup-garou, vampire, etc. Donc voilà, vampire, même chose. Une femme qui est vampire, c'est une catastrophe. Alors que Edward, bon, dans Twilight, apparemment tout le monde est d'accord avec ça. Et il y a des figures de l'horreur qui sont tellement plus appréciées quand ce sont des hommes, alors que quand ce sont des femmes, en fait, ça résume vraiment toute la problématique de mes 2 livres. C'est pourquoi on peut tout à fait lire l'un des livres sans avoir lu l'autre, ça y a aucun souci, mais les 2 livres vont très bien ensemble. Et donc c'est un sous-chapitre de pourquoi les hommes ont peur des femmes que j'ai intitulé Aimer le monstre en eux, haïr le monstre en nous. C'est-à-dire que ça, c'est dans Désirer la violence. J'explique comment même les monstres, mais les vrais monstres, hein, parce qu'attention, moi je rejoins Rose Lamy justement qui s'oppose à ce qu'on appelle des violeurs ou un Dominique Pellicot, un monstre. C'est pas un monstre, c'est un homme. Ce sont des hommes de tous les jours. Quand je parle de monstres, je parle de vrais monstres, de monstres de film. Voilà, de monstres de film, de monstres monstrueux qui ont des poils partout. Vous avez l'image. Mais ceux-là, ou des serial killers de fiction du type Joe dans la série You, qui est un serial stalker, serial killer, ou d'autres, enfin beaucoup d'autres, c'est bien le problème que j'évoque dans mon livre Désirer la violence. Ces hommes-là, ces hommes vraiment monstrueux, vraiment très dangereux, on nous apprend à les romantiser, à les érotiser. Pour reprendre un exemple qui parlera à tout le monde, La Belle et la Bête de Disney, la version Disney. Dans La Belle et la Bête, comme son nom l'indique, est une bête. Il fait peur. Il a beau se faire des petits bigoudis là, à un moment dans la scène du dîner romantique, il fait peur. Quand il crie sur Belle, quand il la menace de mort, il la kidnappe, il la séquestre, il la menace de mort. Malgré tout, elle s'obstine, elle reste avec lui, et grâce à son baiser d'amour sincère, à la fin, elle le retransforme en beau prince. Mais quoi qu'il en soit, elle était tombée amoureuse de lui quand il était monstrueux, quand il était une bête. L'équivalent n'existe pas. Il n'existe pas, mais vraiment, dites-moi en commentaire ça, si vous avez. Il n'existe pas le beau et la bête, et la bête est une femme. Quand la bête est une femme, les hommes fuient, personne ne veut d'elle. Elle est mise au banc, ou elle est liquidée. Ces héroïnes-là ne finissent pas bien. Elles meurent en fait, et aucun homme persévère et se dit non, mais ce qui compte c'est la beauté intérieure, et moi je suis un bon infirmier, je vais être là pour elle et comprendre ses névroses familiales et la retransformer en princesse. Ça n'existe pas. Et donc au contraire, on est monstrueuse, on nous le fait bien comprendre, on en meurt. Voilà, point. Et il y a quelques exemples comme ça qui jouent avec ces représentations. Par exemple, Jennifer's Body, donc réalisé par une femme, super film, avec Megan Fox. Mais elle ne finit pas bien quand même. je vous spoile pas, mais non. Et puis surtout. De toute façon, c'est une réflexion sur le male gaze et comment les hommes se font littéralement dévorer par leur regard et l'hypersexualisation et ce qu'ils projettent sur justement l'héroïne Megan Fox. Donc, c'est une vraie réflexion très intelligente sur la question. Oui. Mais je veux dire, les quelques contre-exemples du style Jennifer's Body où justement celle qui est monstrueuse est une archi belle gosse, il y a un propos derrière. Donc c'est pas du tout à égalité. Et donc voilà, c'est une asymétrie totale et ça renforce énormément de croyances très très délétères. L'idée aussi en fait l'idée qu'un homme beau, puissant, riche et célèbre ne peut pas être un agresseur sexuel. Bref, plein de choses comme ça de l'imaginaire qui fait qu'à partir d'un homme où est beau et qu'il a de l'argent et une position et que c'est un bon voisin, ça va. Et ça peut pas être un agresseur. Et que tous les autres, justement, seraient des monstres, mais que même nous, en tant que femmes, chez le monstre, il faut qu'on continue à trouver l'homme bien derrière. Et même médiatiquement, comment on va toujours passer un temps infini à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a agressé sexuellement 30 femmes, pourquoi il en a tué 10. Des problèmes avec ses parents. Et
pas un bénéfice du doute, mais une espèce de sympathie et d'empathie dont ne bénéficient pas les femmes. Tout à fait. On a toujours peur de briser des carrières, alors que, bon, finalement, jusqu'ici, tout va bien. Vous consacrez aussi un chapitre aux sœurs, à la sororité, aux groupes de femmes, aux alliances féminines de manière générale, qui sont aussi représentées comme dangereuses et vouées au drame. Par exemple, dans Virgin Suicide, les sœurs Lisbonne sont racontées par des garçons. Est-ce que le patriarcat préfère des femmes rivales que des femmes solidaires ? Bah oui, justement, ça, j'avais fait aussi un petit exercice tout simple dans les duos, les trios célèbres. Vous savez, il existe plein de tops sur Internet, Topito et compagnie, et même des tas et des tas de listes de sélection. On retrouve peu de duos ou de trios féminins très connus, ou des duos comiques, ou des trios comiques, ou les personnages secondaires, justement, très attachants dans les dessins animés Disney, etc. C'est toujours au masculin. Donc c'est difficile déjà de trouver des exemples. Et comme par hasard, quand on en trouve quelques-unes, ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières, Charmed. Voilà, du type Charmed. Quelle était la... Oui, pardon. Oui. Et donc la sororité, et donc ça aussi, ça en dit long. Dans le sens où, à contrario, on va trouver énormément d'exemples de films, alors là, vraiment, depuis que le cinéma existe, où des femmes sont rivales, où des femmes se détestent, où on nous apprend qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une femme qu'une autre femme, que les femmes doivent se battre pour un homme, pour la validation d'un homme. Ça existe très très fort. Et ça a complètement marché comme stratégie, puisque moi-même, j'ai grandi dans les années 90-2000, où j'étais très fière de dire que j'aimais pas les autres filles, que j'avais que des copains garçons, etc. Donc tout ça, ça marchait très bien sur moi. Mais à contrario, moi, je n'ai pas bénéficié de beaucoup d'exemples dans lesquels j'avais des... D'ailleurs, ça c'est Blanche Léridon qui dit que le mot fratrie au féminin n'existe pas, que c'est un impensé. J'avais pas d'exemple, en fait, de bandes de filles puissantes qui partaient à l'aventure, qui s'unissaient pour faire face au monde. Non, au mieux, j'avais une bande de garçons où il y avait une fille, un peu garçon manqué, voilà, qui était là, qui participait, mais c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Et donc, là, c'est là où on voit l'importance des représentations culturelles, c'est que les hommes se sentent absolument menacés. On revient à la figure de la sorcière, des sorcières, par les regroupements de femmes. Parce que des femmes qui se regroupent sont des femmes qui se parlent, et des femmes qui se parlent, ça peut être une puissance politique. Et ça l'est, d'ailleurs, on le voit avec les mouvements féministes, tout simplement. Et la sororité, un mot qu'on n'a jamais autant entendu que depuis 10 ans, on va dire. Vous montrez que les femmes sont piégées dans tous les rôles hétérosexuels, qu'elles soient donc séductrices pour des hommes, épouses, mères, belle-mères. Est-ce que... c'est évident un peu la réponse, mais donc l'amour hétérosexuel et les relations hétérosexuelles, c'est le grand lieu où se fabrique la peur des femmes. Oui. Évident. Non, oui et non. Non, je réfléchis en même temps. Oui et non, puisque en fait, le mouvement que j'essaie vraiment de mettre en place dans le livre, alors qui est complètement, ça me dépite, c'est qu'en fait, nous n'en ressortons jamais gagnantes. Oui. Parce que les séductrices, bon, par définition, ce sont des actrices, elles sont incarnées par des actrices hyper canon. Évidemment, c'est très subjectif, qui est beau, qui est moche, chacun juge. Mais bon, quoi qu'il en soit, il existe à Hollywood des normes physiques, et donc les séductrices sont des femmes qui correspondent à ces normes-là. Elles font peur aux hommes parce que une femme qui drague, une femme qui est très belle, c'est toujours quelque chose qu'on doit soupçonner. Elles sont vénales, elles sont manipulatrices, finalement elles veulent voler notre argent, elles veulent nous tuer, enfin voilà, il y a anguille sous roche, quoi qu'il en soit. Mais à contrario, les moches, donc encore une fois, moches selon les normes, selon les codes, les moches, elles font peur pour d'autres raisons évidentes, elles sont moches. Elles sont moches, donc elles, si elles te draguent, t'as pas du tout envie qu'elles te draguent, parce que... Ta réputation est ruinée. Ouais, enfin voilà, c'est la honte, il faut pas du tout que tu ailles avec elle. Je pense à, par exemple, un film comme Misery ou une série comme Mon Petit Reine. Voilà, si vous l'avez vu, ça vous sera évident, mais avec des actrices qui sont hors normes, selon les codes traditionnels, et qui justement ont un amour, là, qui est une obsession pathologique, qui vont devenir justement des espèces de femmes littéralement fatales, quoi, dangereuses, qui peuvent nous tuer. Donc il y a ça.
Les femmes mariées, les futurs mariés ou les mariés, on va les représenter comme des menaces, comme des hystériques, comme des bridezilla. Ça, c'est un mot valise américain. Donc, bride, c'est la fiancée, la future mariée, et Zilla, de Godzilla. Donc, justement, celles qui deviennent complètement zinzin au moment du mariage, mais qui castrent le mec, qui n'a pas son mot à dire sur la cérémonie. Ça, c'est un archétype qui est très prégnant. Mais, à contrario, les célibataires vont leur faire peur aussi. Parce qu'elles se passent des hommes, parce que leur célibat, ça cache quelque chose. Et donc les femmes hétéros vont leur faire peur, mais les lesbiennes vont leur faire peur. Les vieilles vont leur faire peur, mais les petites filles vont leur faire peur pour d'autres raisons. Et donc en fait, on n'en ressort jamais gagnante. Parce que si on ne correspond pas au code, on leur fait peur pour cette raison. Si on correspond, on leur fait peur, mais on cache quelque chose. Donc on n'en sort jamais gagnante. C'était un peu ça le but de mon sommaire. C'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. Merci beaucoup à vous Chloé Thibault de vous être jointe à nous pour cette émission. On rappelle que votre dernier ouvrage Pourquoi les hommes ont peur des femmes aux éditions Les Insolentes est disponible dans toutes les librairies, tout comme votre précédent livre Désirer la violence, également aux éditions Les Insolentes. Merci également à Gabrielle pour la réalisation, ainsi qu'à nos chroniqueuses Alice et Chloé pour leur travail. Nous on se retrouve le 9 juin prochain avec l'autrice Blanche Sabat pour parler de militantisme écoféministe. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!